Trump, lui, d'abord, il a dit, mais c'est idiot. Pourquoi? Parce que c'est ça le raisonnement. Il dit, mais pourquoi va-t-on encourager à une guerre dans une partie du Congo pour exploiter des mines, hein, pour que la production minière parte dans le pays d'à côté pour être exportée vers les Occidentaux, alors qu'on se met d'accord avec le pays, en l'occurrence le Congo, et on peut parfaitement exploiter les mines au Congo directement. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Alain Juillet. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour Charles. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes d'abord aujourd'hui conseil de grands groupes et de gouvernement dans le Ouais. domaine de la géopolitique, des relations internationales, de la sécurité, mais que vous avez été avant haut fonctionnaire et surtout directeur du renseignement au sein de la prestigieuse DGSE. Absolument, ouais. Et aussi responsable de l'intelligence économique Mais pour le gouvernement, auprès du gouvernement de plusieurs premiers ministres. et notamment de François Fillon. Ouais. Vous connaissez bien l'Afrique, ça tombe bien parce que c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui Mmh. pour ce grand entretien. Et quand on parle d'Afrique, d'Afrique francophone notamment, l'actualité se porte aujourd'hui et depuis quelques mois, en particulier sur la République démocratique du Congo. Est-ce que Absolument. d'abord c'est un pays que vous connaissez Oui, en particulier? on peut dire, je crois que c'est un pays que je connais bien parce que j'y ai été un certain nombre de fois, dans des périodes calmes et dans des périodes troublées, donc je connais bien le pays d'un bout à l'autre. De l'ancien Katanga qu'on a appelé le Chaba, où il y avait les mines qui dépendaient des Belges, hein, en passant par Bukavu, qui est maintenant dans la zone un peu chaude de la guerre entre le Congo et puis le Rwanda, et puis de l'autre côté aussi, on vient très souvent à Kinshasa. Donc oui, je connais bien le Congo. C'est un pays que j'aime bien, d'ailleurs, c'est un pays magnifique, hein. C'est un pays magnifique, avec des richesses minières extraordinaires. C'est le pays le plus grand au point de vue francophonie dans le monde, plus que la France, hein. C'est le Congo. Le Congo, c'est le pays où on parle la langue française, hein, plus qu'en France. Donc c'est quand même quelque chose. Pour nous, en tout cas français, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est sûr que c'est un pays qui a beaucoup souffert parce que la décolonisation s'est mal passée, c'est le moins qu'on puisse dire là-bas, parce, parce que les Belges avaient pratiqué une forme de colonisation assez dure, on peut le dire, et n'ont pas du tout préparé la sortie. Donc quand ça s'est passé, il y a eu beaucoup d'opposition interne entre les uns et les autres. En plus, il y a eu des tentatives de prise du pouvoir sur le plan politique, hein, par des gens marqués très à gauche, comme Lumumba, par exemple. Et puis, tandis que d'autres, comme Tshombe, à l'époque, Moïse Tshombe, qui était au Katanga, qui était devenu Premier ministre aussi à un moment du Congo, lui était financé par les compagnies minières. Donc lui, il avait un intérêt qui est tout à fait différent, par exemple, d'un Lumumba, qui lui voulait l'indépendance de son pays et le rapprochement vers la Russie, enfin vers l'Union soviétique à l'époque. On voit que donc, oui, c'est un pays passionnant, mais qui a traversé des périodes très troublées et qui, alors, je pense que c'est ça, si on reprend l'histoire, alors le démarrage de ce qui se passe aujourd'hui, parce que les gens connaissent mal l'histoire, surtout sur l'Afrique en plus, mais ce que les gens oublient, c'est que quand Kagame, qui était, qui était réfugié, hein, qui avait quitté le Rwanda, était réfugié à côté, avec les forces rwandaises Tutsi, essentiellement Tutsi, quand il est arrivé, il est revenu au Rwanda dans l'affaire dont on pourra parler, ou en tout cas que tout le monde connaît plus ou moins, hein. Il y a une chose qui s'est passée que les gens ne savent pas ou oublient, si vous voulez, c'est qu'il y a eu effectivement un génocide des Tutsis, ça c'est clair, il y a eu beaucoup de Tutsis, mais il y a eu aussi des Hutus, hein, beaucoup de Tutsis qui ont été tués dans cette guerre épouvantable, bon, entre les deux parties. Mais après, les Hutus, qui étaient poursuivis par les Tutsis, évidemment, en étant accusés d'avoir tué les Tutsis sur place, beaucoup de Hutus sont réfugiés au Congo. Et les troupes du FPR de Kagame, à ce moment-là, sont partis au Congo pour tuer les Hutus.
Il y a eu des massacres de Hutus, personne n'en parle, mais il y a eu des massacres épouvantables hein, de Hutus du côté congolais, au principe que les Hutus ayant tué des Tutsis en Rwanda, il était normal qu'on les tue. Et on allait les chercher là où ils étaient. Mais il n'y avait pas que ça, parce que les gens l'ont aussi oublié, c'est que une fois que la position a été prise, le Rwanda a été occupé, tenu, je dirais, par Kagame, les troupes rwandaises, accompagnées par les forces spéciales américaines, il ne faut pas l'oublier, ont traversé tout le Congo jusqu'à Kinshasa pour mettre en place Joseph Kabila. Kabila qui était dans les bagages du camarade Kagame, hein, et c'est l'armée rwandaise et les forces spéciales américaines qui l'ont mis en place en renversant Mobutu. Vous savez, le président Mobutu, qui à l'époque était un président très fatigué, qui vivait plus souvent en Suisse qu'en là-bas. Enfin, il y avait Mobutu n'était pas non plus une merveille. Hein. À ce moment-là, à la fin de sa vie, il faisait plus grand-chose. Mais ils ont renversé Mobutu et Kabila a pris le pouvoir. Bien sûr, Kagame a dit à Kabila, ben, il faut que tu me rembourses de manière ou d'une autre. Moi, je t'ai mis au pouvoir, il faut récompense, il faut une récompense. Et là, ça me permet de revenir un peu en arrière. Dans la guerre, qui a financé l'armée du FPR? Parce qu'elle était bien armée, le FPR était très bien armé. Hein. Qu'est-ce qui a financé le FPR pour venir prendre le pouvoir au Rwanda? Ce sont les compagnies minières américaines. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça, si on parle beaucoup du massacre sur place, de l'accident de l'avion, enfin de l'attentat de l'avion, mais on ne parle pas du reste. Ce sont les compagnies minières américaines qui ont financé le FPR pour prendre le pouvoir en Rwanda. Et pourquoi? Et là, on revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est parce que ces compagnies minières voulaient exploiter les mines qui étaient à côté du Rwanda en territoire congolais, hein, dans la zone qui est proche de la frontière, si vous voulez, avec le Rwanda. Et la meilleure solution, évidemment, c'était d'avoir un pays qui était totalement à eux, contrôlé, le Rwanda, et de là, on allait monter. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont monté, effectivement, ils ont fait de l'exploitation des mines. Alors Kabila, lui, ben oui, ce qu'on lui a demandé quand il a été mis au pouvoir, comme récompense, comme remerciement, ça a été l'exploitation des mines de toute la région, je dirais ouest, hein, de la zone ouest, l'Ituri, hein, la zone de l'Ituri principalement, hein, de cette zone-là. On lui a dit, ben, Kabila a dit, vous pouvez utiliser cette zone et toutes les mines, vous pouvez les exploiter. Ce qui fait que les compagnies minières faisaient travailler les gens au Congo, extrayaient le minerai partait au Rwanda et était exporté du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui prenait la marge. Hein. C'était une bonne opération. Hein. Et ça a duré assez longtemps. Mais ensuite, évidemment, au bout d'un certain temps, Kabila, et son fils, surtout le fils Kabila, a dit, mais ça commence à bien faire quand même. Hein, il faut maintenant arrêter, vous avez exploité ça, ou alors il faut qu'on trouve une autre solution. Et quand il a commencé à dire, on va vous empêcher de le faire, alors le Rwanda, avec Kagame, a monté, a financé, a aidé, a équipé militairement une milice qui s'appelle le M23, puis d'autres, enfin c'est la principale, mais il y en a plusieurs, hein, qui ont fait régner la terreur dans toutes les zones minières et qui ont occupé le terrain pour permettre aux compagnies de continuer à exploiter la zone. Et c'est très intéressant parce que en France, on l'a oublié, ça, on n'a pas regardé, c'est des guerres très éloignées de chez nous. On ne se rend pas compte que là, l'armée congolaise s'est battue contre les milices. À un moment, quand même, c'était devenu tellement énorme que l'ONU s'en est mêlée. On a envoyé des forces de l'ONU sur place qui n'ont absolument rien pu faire, parce que le Rwanda a été soutenu par les Américains, donc difficile de faire quelque chose contre les Américains. Et le Congo, lui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, et puis en plus il y a beaucoup de corruption, donc ça marchait pas, il faut dire. Donc il y avait d'un côté un bloc avec le Kagame, ses équipes, les milices, enfin, tout était un bloc solide contre un bloc très flou, en définitive, très mou, hein, avec la corruption, avec des inefficacités militaires notoires, hein, mais ça a fait, il faut bien le dire encore, ça a fait plus d'1 million de morts, largement plus d'1 million de morts.
Et en plus, il faut que les gens le sachent, parce qu'on n'en parle pas assez. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça n'a pas beaucoup de succès en France, ça n'intéresse personne. En tout cas, pas les féministes, et pourtant, il y a eu plus de 500 000 viols identifiés. Donc c'est une horreur. Hein. Le viol est une arme de guerre là-bas. Hein. Quand les milices passent, ils violent. C'est systématique, ils violent. Ça fait partie du système. Donc, ça a été terrible. L'ONU est partie, constatant qu'ils ne pouvaient rien faire et que ça continue, ils sont partis. Et alors, effectivement, il est en train de se passer quelque chose depuis Trump, hein, parce que bien sûr, les démocrates ont toujours soutenu Kagame. Hein. Et nous, donc l'État profond américain, si vous voulez, a soutenu Kagame. Et je vais être un peu méchant, mais comme la plupart des dirigeants européens et français sont proches de l'État profond américain de l'époque des démocrates, évidemment, ils ont soutenu Kagame. Là-dessus, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a un changement avec Trump, parce que Trump, lui, d'abord, il a dit, mais c'est idiot, pourquoi? Parce que c'est ça le raisonnement. Il dit, mais pourquoi va-t-on encourager à une guerre dans une partie du Congo pour exploiter des mines, hein, pour que la production minière parte dans le pays d'à côté pour être exportée vers les Occidentaux, alors qu'on se met d'accord avec le pays, en l'occurrence le Congo, et on peut parfaitement exploiter les mines au Congo directement. Pourquoi passer par un intermédiaire avec le problème de la guerre et tout? Donc, Trump, lui, ce qu'il voit là-dedans, et c'est ça qu'il doit regarder, il regarde, il dit, mais il faut arrêter la guerre, et c'est très simple. Au lieu de dire au Rwanda, on vous soutient et c'est vous qui exploitez les mines, on dit c'est fini, c'est le Congo qui va exploiter ses propres mines. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a eu un accord qui a été signé sous la pression américaine, mais bien entendu, le Rwanda, que Kagame ne veut pas, et pour cause, il ne veut pas lâcher, et il va continuer en sous-main, il continue d'ailleurs, hein, à encourager les milices à se battre, parce que Kagame avait réussi le tour de force d'être le premier pays exportateur de minerais de toute la région, alors qu'il n'en a pas chez lui. Ou pratiquement pas, si vous voulez. Donc c'est effarant, si vous voulez. C'est vraiment une spoliation organisée, structurée d'un pays qui est à côté, hein, par un autre pays. Donc, alors, quand on voit la taille du Rwanda et quand on voit la taille du Congo, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Il y en a un qui est un énorme pays, une puissance, hein, et l'autre un petit pays. Mais c'est vrai que le petit pays, il est tue d'une main de fer, parce que Kagame, il faut le dire, c'est un dictateur, hein, faut pas, hein, pas de secret. Tout opposant est tué avec Kagame. Hein, regardez, hein, il y a une liste de morts impressionnante depuis qu'il a pris le pouvoir, il tue tous les opposants. Et donc, on a un Kagame qui tient son pays très fort, qui contrôle tout, et de l'autre côté, on a un pays avec un Tshisekedi, qui est un président qui veut faire des choses, mais qui effectivement n'a pas l'armée suffisante pour ça, il faut bien le dire, n'a pas aussi, comme il y a beaucoup de corruption, il n'arrive pas à faire appliquer même ce qu'il voudrait lui-même. Donc il a besoin effectivement que d'autres pays prennent en main la situation. Alors, pour terminer cette longue intervention, mais je pense qu'on va essayer d'expliquer tout. Moi, quand j'ai vu le président français, qui avait pourtant fait ami avec Kagame, hein, et avec le Rwanda. Quand je l'ai vu aller au Congo, j'ai dit, bon, ça va, il s'aligne sur la position de Trump, et il va se mettre d'accord avec Tshisekedi, on va l'aider. Parce on peut l'aider. Si les pays européens, occidentaux disent, on va aider le Congo, si on s'y met tous, je vous garantis que la situation, elle va changer rapidement. Le drame, c'est que, nous, on y a été, mais ça n'a servi à rien, et que pour le moment, il n'y a que Trump et son équipe qui sont en train de pousser pour rééquilibrer. Mais derrière l'enjeu, au-delà des mines, alors au-delà des intérêts des compagnies minières, si vous voulez, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est cette guerre épouvantable qui se passe sur place, où il y a des massacres tous les jours, dont on ne parle pas. Hein. Alors quand il y a une centaine de villageois qui sont tués au Tchad ou au Nigeria par les gars de Daesh, enfin les gilets rouges, tout le monde en parle. Et là où il y a tous les jours des centaines de morts, personne n'en parle. Oui. Donc il est temps que ça cesse. Donc oui, il faut que ça bouge. Et il faut regarder ça de très près. Alors pour revenir un peu et recontextualiser pour les auditeurs qui connaissent mal le sujet, il est vrai que dans la période post-indépendance et sous la présidence de Mobutu,
le Zaïre, à l'époque Zaïre, mais aujourd'hui la Zaïre, République démocratique du Congo, était un pays puissant, avec une armée puissante, des institutions et une vraie gouvernance politique. Et aussi, puisqu'il a été aidé par les Américains pour renverser Patrice Lumumba, avec une volonté d'indépendance par rapport progressive vis-à-vis des anglo-saxons. Oui. Est-ce que le fait qu'il soit éloigné, que Mobutu se soit éloigné de la sphère anglo-saxonne, de la sphère américaine, c'était à moyen terme se condamner et provoquer cette action des Américains aux côtés des Rwandais pour déstabiliser le Congo? C'est pas que je veux pas, je dirais oui et non, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il ne faut pas oublier que quand au départ, quand Mobutu a pris le pouvoir, si vous voulez, après les problèmes qu'il y avait eu avec Lumumba et tous les autres, Tshombe et tous les autres, en réalité, il y avait à l'époque, l'Union soviétique essayait, souvenez, il y avait en Angola, il y avait la République démocratique du Congo, vous aviez des gens qui étaient financés, aidés par les soviétiques, hein, pour imposer leur système, un système communiste. Alors ça a marché en Angola, ça n'a pas marché au Congo, enfin au Zaïre à l'époque, hein, et ça n'a pas marché au Zaïre parce qu'effectivement, l'ONU s'est mobilisée, mais il y avait aussi les Américains qui sont vraiment, comme vous l'avez très justement rappelé, qui ont aidé Mobutu. Mais après, les Américains, une fois que les Russes se sont repliés et qu'on a plus vu les Russes en Afrique, ou pratiquement, les Américains ont laissé tomber l'Afrique, hein, à part le golfe de Guinée à cause du pétrole, mais pour le reste, les Américains avaient laissé tomber l'Afrique. Donc Mobutu s'est dégagé un peu des Américains, mais les Américains sont dégagés de Mobutu aussi, si vous voulez. C'est pour ça que je disais, c'est les deux côtés. Hein. Simplement, le problème, c'est que, je dirais, l'armée... Alors, l'armée congolaise, il faut être prudent parce qu'il y a eu, vous savez, au départ, à l'indépendance du Congo, c'est là où on a vu arriver les mercenaires, hein, les Français et les autres, hein, les Sud-Africains, de Maïkor, les Français avec Fauque, enfin, il y a eu plein, et Denard, hein, Bob Denard. Il y avait les mercenaires qui encadraient les troupes locales. Et il faut dire que c'était des armées qui n'étaient pas mauvaises du tout. Parce que souvent, le problème dans ces pays-là, c'est le manque d'entraînement, le manque de formation et le manque de commandement. Il y a souvent des failles dans le commandement. Donc, à l'époque, l'armée était pas mal. Mais c'est vrai que Mobutu n'a pas su maintenir cette armée au bon niveau. Hein. Peut-être aussi parce que Mobutu avait peur de l'armée. Tous ces chefs d'État africains, ils craignent toujours que les militaires prennent le pouvoir sur leur dos. Parce que la plupart d'entre eux sont issus du militaire. Donc quand vous avez pris le pouvoir par la force, vous dites attention, d'autres pourraient le faire avec moi. Donc il y a donc il a un peu, c'est lui aussi qui a laissé un peu tomber son armée et du même coup, son armée est devenue moins efficace. Et alors bien sûr, à la suite de ça, ça a continué. Kabila, lui, il avait presque pas besoin d'armée. Il avait les gars du FPR, des Rwandais, dans la partie qui était une partie. Ailleurs, il n'y avait pas tellement de problèmes. Il a dit bon, je laisse faire. Donc, en définitive, le système de défense congolais, peu à peu, s'est effondré. Et maintenant, il va falloir reconstruire. C'est ça le vrai problème. Il faut reconstruire une armée congolaise solide, hein, et pas corrompue, solide, avec un encadrement très solide, capable, effectivement, de mener la guerre par rapport à des gens qui sont, eux, hyper entraînés. Parce que les Rwandais, c'est un petit pays, mais bien géré. Kagame gère très bien son pays. Pour l'armée, c'est très astucieux ce qu'il a fait. Kagame, il a appliqué un principe que font certains pays d'Asie, c'est-à-dire qu'il a dit à l'ONU, moi je suis un pays neutre, donc je suis prêt à envoyer mon armée, mes régiments, dans des missions de la paix dans tous les pays du monde. Alors, quand je vous dis ça, on dit, oh, ouais, et pourquoi? C'est parce que, selon tous les pays qui font ce genre de choses sont des pays pauvres, et les régiments qu'on envoie à l'extérieur sont armés militairement par l'ONU. Donc, si vous voulez, on envoie un régiment, il part, ce sont des va-nu-pieds, il revient, il est tout équipé. C'est une armée moderne. Pas mal. Et il a eu l'intelligence, Kagame, de faire ça un peu partout, d'envoyer des troupes partout. Donc il a une armée qui est à la fois habituée à se trouver dans des conflits à l'extérieur,
une armée qui est beaucoup mieux équipée que les autres. Donc actuellement, il a un avantage militaire réel par rapport aux autres. Donc en face de lui, il le sait très bien. Et il en profite. Quand il relance la milice, qui est un faux-né hein, de chez lui, hein, quand il relance la milice dans la partie du nord Kivu, pardon, et de l'Ituri, au Congo, bon, en définitive, il sait qu'elle est mieux équipée, mieux armée, et en plus, elle fait régner la terreur, donc elle est tranquille, elle gagne. Elle est presque en une. Parce qu'il y a pas assez de monde en face solide. Parce que l'armée locale, on l'a vu, hein, l'armée congolaise, c'est dans la principale ville du pays. Bon, elle est partie, ils ont attaqué, la milice a attaqué, ils sont partis, ils ont tout abandonné. Bon, c'est pas sérieux. Jamais ils auraient dû perdre cette ville. Est-ce que cet accord, sous la houlette de Donald Trump, signé avec les deux ministres des Affaires étrangères congolais, rwandais, avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour faire la jonction, est-ce que concrètement, ça veut dire que le Rwanda perd une forme de soutien anglo-américain dans la région et qu'il se retrouve face à ses responsabilités? Oui, parce que, si vous voulez, je vais vous dire, il faut penser à l'argent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les compagnies minières canadiennes et américaines, bien sûr, les Américains leur disent « Attention, il faut arrêter de financer les gens du Rwanda parce que nous voulons la paix. » Donc, si vous voulez, il y a un effet indirect. C'est-à-dire que les compagnies minières, elles ne sont pas folles. Elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des problèmes aux États-Unis ou au Canada où elles sont installées. Donc, elles sont obligées de céder à la pression de Trump. Et donc, ça veut dire que le Rwanda, oui, il est impacté parce que les compagnies minières réduisent les moyens qu'ils mettaient au Rwanda, et pour cause, hein, parce qu'ils savent très bien que la volonté américaine, c'est de basculer de l'autre côté. Donc, il y a tout un ensemble. Si vous voulez. Maintenant, il y a un dernier point, mais il n'y a pas que le Rwanda dans lequel on peut le voir, parce qu'on le voit également, c'est le même problème avec Israël. Ce qu'on voit quand même avec Trump, c'est que, certes, il est très pushy, il est très ferme, il tape le poing sur la table et tout, mais quand il a un Netanyahou qui lui tient tête, il a tendance à lâcher du lest, ou Poutine d'ailleurs, hein, il lâche du lest, et donc avec Kagame, il est évident que Kagame ne lâchera rien. Donc c'est une partie de bras de fer aussi. Hein. Est-ce que Trump jugera à un moment qu'il a les moyens d'écraser tout le monde, Trump? Mais il faut qu'à un moment, il ait la volonté de le faire, si vous voulez. Quels sont les moyens de Paul Kagame du Rwanda pour tenir tête, pour tenir un rapport de force avec Donald Trump? De ne pas lâcher, de dire non. Et pour ça, c'est d'utiliser un proxy. On voit que le fils Kabila... Oui, il relance le fils Congo. Kabila. Bah oui. Il y a une tentative. Est-ce que c'est une tentative de remettre d'utiliser un nouveau proxy? Tout à fait. Le fils Kabila avait été... Après avoir été battu à la loyale par Tshisekedi, il avait été évacué du Congo parce qu'on lui avait dit attention, tu as mis... Parce qu'il a quand même fait fortune, le fils Kabila, comme toujours, comme tous les dirigeants africains. Donc tu as fait fortune, donc si tu reviens ici, on te met en prison. Donc il était parti. Et il est passé quelque chose de très intéressant, effectivement, il y a peu de temps, et là on voit bien l'influence des Rwandais, c'est qu'il est revenu, Kabila, après avoir négocié son retour et pas aller en prison. Il est revenu, et en disant, alors dans le cadre du processus de paix, en disant, mais vous n'allez pas mettre en prison, parce que maintenant que tout le monde s'entend, il n'y a pas de raison, bon, très bien. Mais une fois qu'il est revenu, il a dit, mais moi, je veux me relancer en politique. À quoi Tshisekedi, pour le moment, essaie de le freiner, mais on voit très bien que Kabila va se présenter contre Tshisekedi, et que il y aura la machine de guerre rwandaise, machine de guerre et politique, et d'influence rwandaise, qui va essayer de pousser Kabila pour remplacer Tshisekedi. Parce qu'à ce moment-là, on recommencerait dans la situation d'avant. Donc lui, il joue son jeu. Mais, de l'autre côté, en tout cas pour le moment, Trump, lui, il a une vision différente en disant on arrête la guerre, comme ailleurs, on arrête la guerre et on exploite directement les mines. Ce qui est pas idiot, loin de là. Est-ce que c'est réaliste si Paul Kagame refuse de débrancher son proxy, le M23, relance la piste d'une guerre civile congolaise avec Kabila, et en fait, si ces territoires du Nord Kivu qui sont hors de contrôle de l'État congolais restent
physiquement rattaché au Rwanda. Oui, c'est non seulement possible, mais Kagame, lui, a laissé entendre, enfin, c'est pas lui exactement, il est trop malin pour le dire directement, mais par ses ministres, il a laissé entendre qu'il se verrait bien annexer une partie en disant, mais dans le fond, cette partie-là, elle est beaucoup plus rwandaise que congolaise, pourquoi on l'annexerait pas? Donc lui, carrément, il dit, mais moi, cette partie-là, je devrais l'avoir pour moi. Donc oui, on est dans cette logique de ce que vous dites, on est dans la logique de dire, du côté Kagame, hein, de dire, on va essayer de ne pas céder, on va maintenir des troubles là-bas, et on va essayer de récupérer la zone, et tout en disant c'est pas nous, parce que depuis le début, hein, il dit c'est pas nous, le M23 c'est pas nous, mais tout le monde, l'ONU, tout le monde sait que c'est eux, et on a toutes les preuves, il n'y a pas le moindre doute. Et d'un autre côté, il va pousser Kabila en disant deuxième solution, si Kabila prenait le pouvoir, ben, je retrouve une solution consensuelle sur la partie actuellement en conflit au Congo. Donc oui, lui, il joue sa stratégie. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que peut supporter Trump ou pas? D'un côté, il veut la paix, c'est clair. Il trouve plus rationnel d'exploiter les mines sur place, mais est-ce qu'il est prêt à faire pression sur les compagnies minières, sur Kagame? Et il peut, hein, parce que Trump, il a des moyens pour faire pression sur tout le monde. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'aussi la question, c'est que Donald Trump est très sensible, il en parle beaucoup à propos de l'Ukraine, aux morts civiles. Là, on n'est pas sur les chiffres de l'Ukraine, on est sur des millions de morts. Mais il sait. Trump, il a ses fiches, si vous voulez. Il est bien informé, Trump. Il sait très bien, par ses services de renseignement, il sait qu'il y a des millions de morts. Il sait les horreurs qui se passent tous les jours là-bas. Hein, que le M23, ce sont des milices, mais horribles, hein, horribles. Hein, ils font des atrocités dans tous les coins. Il le sait très bien. Donc, et ça, c'est insupportable. Pour lui, c'est pas normal, il faut l'arrêter. Ça, moi, je ne mets absolument pas en doute la volonté de Trump d'arrêter ça. Hein, c'est clair. Mais comme chaque fois, quand il dit il faut arrêter, c'est effectivement Trump contre. Bon, tout le monde dit, sur lui, on dit il veut le Nobel de la paix. Mais je crois que c'est pas vrai. C'est vraiment un homme de paix. C'est-à-dire que lui pense que tout peut se régler par des négociations, des deals, mais qu'il n'y a aucune raison de se faire la guerre. C'est clair. Donc il ne peut pas l'accepter. Et celle-là, une guerre épouvantable qui dure depuis des années, des dizaines d'années, et qui continue, il dit qu'il faut l'arrêter. Et il a raison. On voit que le Rwanda fait un gros effort de communication, notamment en Europe. Il sponsorise le PSG. Bien sûr, sous l'angle du tourisme. Mais il y a aussi un gros lobbying qui a été fait auprès de l'Union européenne. Malgré quelques sanctions sur des généraux rwandais qui ne se rendent jamais en Europe, il y a un gros effort qui a été fait en France avec un rapprochement et peut-être même un début d'amitié entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. Oui. Comment vous voyez cette pénétration du Rwanda dans cette guerre d'influence qu'il mène en Europe et quel est l'état des relations avec la France? Alors, d'abord, Kagame, c'est quelqu'un qui a une stratégie. Il faut bien voir. C'est un dictateur sans pitié, très intelligent. En général, les Tutsis sont très intelligents. En général, ils sont partout, ils sont malins. C'est quelqu'un de très intelligent, sans pitié, un vrai dictateur, mais qui a une vision à long terme qui est très claire, si vous voulez. Quand il a pris le pouvoir, c'était au Rwanda, il savait ce qu'il voulait faire du Rwanda, et il y arrive peu à peu. Il a su mettre en valeur... Parce que c'est vrai, c'est une dictature, il tue tous ses opposants, mais si vous regardez ce qui se passe au Rwanda, l'économie va bien au Rwanda. Bon, c'est pas... avec le pays tel qu'il est, il arrive le pays est bien géré, là c'est vrai. Par rapport à d'autres, il est très bien géré. Il a une bonne armée, il a une bonne organisation. Il a décidé de développer le tourisme maintenant que les miasmes de la guerre se sont finis, sont refroidis. Il a décidé de développer le tourisme. Et il y a des richesses touristiques intéressantes. Le Rwanda est un beau pays, mais toute cette zone, toute la région est magnifique. Toute la zone, cette zone des Grands Lacs est une zone superbe de l'Afrique. Quand on y va,
On peut être que saisi par la beauté des paysages, bien que le climat est pas mauvais, contrairement à ce qu'on peut penser, le climat est bien meilleur que dans d'autres coins d'Afrique, en plus. Hein. Donc, si vous voulez, lui, il sait ce qu'il fait. Et il joue froidement, parce que il est très froid, hein, il joue les uns et les autres. Il sent qu'il y a une faille en France, il l'exploite. Hein. Il n'hésite pas une seconde. Il peut mettre la main sur le pied sur quelqu'un qui lui gêne, il n'hésitera pas non plus. Il n'a aucun scrupule. Il applique sa stratégie, il la met en œuvre. C'est un vrai dictateur, si vous voulez, dans tout ce qu'on entend dans le sens dictatorial. Alors, avec la France, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis, il a remarquablement bien joué, hein, parce que il a réussi un tour extraordinaire. Il nous a tout mis sur le dos. Quand vous regardez l'affaire du Rwanda, on dit c'est la faute des Français. L'armée française en particulier. L'armée française, c'est elle qui est qui est la responsable du génocide. Ce qui est un mensonge, mais total, d'un bout à l'autre. Pourquoi? Parce que tout est faux. D'abord, l'avion. L'avion, où il y a quand même eu deux présidents qui ont été tués, hein, quand même. Hein. Oui, Habyarimana, le président ougandais, et le président rwandais, les deux. Hein, ils ont été tués tous les deux. Bon. Les deux présidents ont été tués, avec un missile dont, je suis désolé de dire, mais à part les rapports orientés par Kagame, hein, il y a un rapport qui est à l'ONU qui est resté secret, et puis les études ont montré que le missile a bel et bien été tiré du côté de l'UFPR. Il faut arrêter de dire le contraire. Hein. Alors tout le monde a essayé tout le monde. Des gens qui sont évidemment carrément disent pas du tout, c'est pas vrai. Non, je suis désolé. Plus les informations sortent, plus les livres sortent là-dessus, on sait très bien que... Alors, indiscutablement, quand ils ont descendu l'avion, ils ne pensaient pas que ça allait déclencher une pareille réaction de la part des Hutus et qu'il allait massacrer les Tutsis. Ça, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est pourquoi lui, qui était à 48 heures de la capitale, avec ses troupes, et qui entrait comme dans du beurre, hein, parce que c'est pas comparable, pourquoi il n'a pas bougé en laissant le massacre se faire, alors qu'il suffisait qu'il avance. En 48 heures, il était dans la capitale, il occupait tout. Et on l'a vu après. Hein, et à ce moment-là, tout s'arrêtait. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il a laissé sciemment la chose pour que, justement, le monde entier le soutienne, lui, alors qu'il était l'envahisseur. Bien sûr, c'est de la politique. Là, on est dans la politique, sans faire de sentiments. Hein. C'est clair. Et ensuite, et quand on voit, il a mis ça sur le dos des Français, parce que quand on regarde, il y avait l'ONU là-bas était représentée pas par les Français, était représentée par les Belges. Bon, alors les Belges, le général Dallaire, il n'a pas brillé particulièrement, mais pourquoi on parle jamais des Belges, pourquoi on parle que des Français? Alors que c'est les Belges qui étaient chargés d'assurer la sécurité du pays, les Français, ils étaient là pour former les troupes. Hein. Après, on a envoyé des troupes pour essayer de calmer la situation. Très bien, l'opération turquoise. Donc, je crois qu'il faut... Au départ, donc le Rwanda, c'est une manipulation de l'information incroyable, remarquable d'ailleurs, hein, parce qu'il a réussi à le faire croire à presque tout le monde. Hein. Ça a été absolument remarquable, son truc. Mais il ne faut pas être dupe, si vous voulez. Et il a montré le bout du nez quand, justement, juste après la réaction, parce que la réaction était très violente aussi, hein, quand ils sont arrivés, après, ils ont fait une réaction très violente pour tuer les Hutus, en disant les Hutus ont tué les Tutsis, donc nous, on est légitime de tuer les Hutus. Hein. Mais après, là, on a vu qu'il y avait une vraie stratégie, c'est quand il est parti au Congo pour massacrer dans les forêts les Hutus qui étaient partis au Congo. Alors là, il y a quand même des questions à se poser, vous voyez. Est-ce que derrière cette opération, il n'y a pas aussi la main des services anglo-saxons qui ont souhaité affaiblir la France dans la zone? Mais bien sûr. Là, les francophones, si vous voulez, avec les Belges et les Français, on tenait toute la région. Hein. Au sud, vous avez la Rhodésie, qui avait échappé au contrôle des anglo-saxons, comme vous savez. Hein. Et donc, les anglo-saxons n'avaient plus rien dans le coin.
à part le Kenya où il y avait des troubles, mais il n'y avait plus rien. Donc les Américains ont décidé de mettre un ambassadeur sur place et d'aider, mais on des Kagame, pour prendre le pouvoir, pour avoir un pôle anglo-saxon au cœur de la région des Grands Lacs. C'est bien ça qui s'est passé. Et à partir de là, ce pôle, je dirais, anglo-saxon au cœur des Grands Lacs, ben, il avait le droit, l'autorisation d'aller partout autour. Et c'est ce qui s'est passé. Quel est l'intérêt aujourd'hui? Vous l'avez rappelé, Paul Kagame n'a eu cesse que de décrédibiliser, quasiment d'insulter l'armée française via ses affidés. Quel est aujourd'hui le sens de ce rapprochement initié par Emmanuel Macron auprès du Rwanda et de son dirigeant? Dans quel objectif? Alors, on peut se demander, je pense qu'Emmanuel Macron, on n'a pas d'explication. Je crois que, bon, il y a l'explication officielle de dire, non mais il est temps maintenant de faire la paix, on s'est tapé dessus pendant des années, vous nous avez agressés en nous accusant de tout, eh bien, on reconnaît qu'on n'a pas bien fait, c'est la spécialité, nous. Hein. On reconnaît qu'on a été coupable, donc, et puisqu'on reconnaît qu'on est coupable, vous devez nous accueillir et on se retrouve. Bon. C'est la repentance. Bah oui, mais on l'a fait en Algérie, on l'a fait. Et, le président Macron, il fait la repentance partout. Hein. Est-ce que ça marche? Bien sûr que non, ça marche. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Il faut lire l'histoire du monde. Il n'y a pas que l'histoire de France. La repentance ne marche jamais. C'est pas parce qu'on va se battre la coulpe qu'on va changer les choses. Hein. Et donc. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que, bon, alors, évidemment, on a dit on va se rapprocher du Rwanda, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en se rapprochant du Rwanda, on se mettait à dos le Congo, qui est un pays beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort en richesse minière. Hein. On n'a pas vu qu'on allait se mettre à dos parce qu'eux, ils savent vraiment ce que c'est que le Rwanda. Mais on n'a pas vu non plus que d'autres pays autour savent aussi ce que c'est que le Rwanda. Si vous allez en Ouganda, si vous allez en Tanzanie, vous allez partout, ils connaissent le Rwanda. Ils savent très bien ce que je vous dis là, qui peut choquer beaucoup de gens. Aller là-bas, ça choquera personne. Hein. Eh oui. Donc, donc on comprend pas bien pourquoi ce rapprochement. Est-ce qu'il y a des buts géopolitiques? Est-ce que c'est pour reprendre pied? Je pense que si vous voulez, peut-être, hein, parce que je vous dis, moi, je suis pas dans le secret des dieux et le secret dans la tête du président de la République. Peut-être que aussi, il a vu la réussite, alors là, indiscutable, hein, du régime rwandais, certes une dictature, mais qui marche très bien économiquement, l'organisation et tout, et qui s'est dit, il y a un seul pays qui est bien organisé dans toute la zone, c'est le Rwanda, travaillons avec lui. Parce que c'est un pays d'avenir, puisque lui est bien organisé. C'est pas exclu, hein. C'est pas exclu qu'il ait pensé ça. Et c'est un peu vrai. Si vous, une fois que vous avez oublié la partie dictatoriale, le Rwanda est un pays qui marche très bien. Indiscutablement. Pour le Rwanda, on a utilisé Par contre, vous me permettrez de faire juste un commentaire personnel. Là, vraiment, là, c'est une analyse personnelle. Alors que le reste, c'est beaucoup plus basé sur des faits. C'est que j'ai été très étonné, moi, quand j'ai vu la ministre des Affaires étrangères du Rwanda devenir la présidente de la francophonie, quand on sait que le Rwanda parlait français. La langue, c'était le français, hein, à cause des Belges et des Français, hein, parlait le français, et que c'est Kagame, une fois qu'il a pris le pouvoir, qui a remplacé la langue française par la langue anglaise. Donc voilà un pays qui a remplacé la langue française par la langue anglaise, on prend sa ministre des Affaires étrangères et on la nomme patronne de la francophonie. Là, il y a un problème, il y a quand même un problème. On n'est pas logique avec nous-mêmes. Ou alors, ça fait partie, c'est une étape dans cette guerre d'influence et de ce lobbying du Rwanda auprès des institutions internationales. On revient à ce moment-là à ce qu'on disait tout à l'heure. À ce moment-là, c'est que le Rwanda a bien travaillé pour se donner une image formidable et faire oublier beaucoup de choses, et que les gens soient un peu les victimes, et du coup, ben, on le voit avec les yeux de l'amour, alors que la sagesse voudrait le voir avec une grande prudence. C'est pareil, le Rwanda a fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne, et quand on regarde, en réalité, c'est quelques généraux qui ne mettent jamais le pied en Europe qui ont été sanctionnés. Qu'est-ce que cherche à faire l'Union européenne, justement? Est-ce qu'elle est sous influence du Rwanda pour essayer de garder la poussière sous le tapis, ou est-ce que le Rwanda est devenu
une priorité géopolitique pour l'Union européenne? Un partenaire? Ah ben, quand le Rwanda propose d'accueillir les migrants, comme l'Albanie l'a fait avec l'Italie, bah évidemment, il se positionne sur le plan de la France et d'autres pays. En disant, vous voyez, c'est un pays formidable, en plus ils vont nous aider. On ne peut pas dire du mal d'un pays qui va nous aider comme ça et qui va nous permettre de résoudre un problème qui est très complexe. Donc, ils savent très bien jouer. Ils sont très bons, les Rwandais. Attendez, on soit bien d'accord. Hein. Ils sont très bons et très efficaces. Hein. Moi, si vous voulez, si on oublie toute la partie qu'on vient d'évoquer, la partie historique, ou le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été clair. Mais quand on regarde maintenant le Rwanda, et qu'on oublie, mais dans les pays d'Afrique, il y a combien de pays africains qui sont des dictatures? C'est la majorité. Hein. Eh bien, on dit, bon, bah, c'est un pays qui est bien géré, qui fonctionne bien, donc pourquoi ne pas travailler avec lui? Hein, simplement, quand on est la France, il y a quand même un lourd passif. Mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Dans le contrôle pour le contrôle aussi des minerais, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda, mais il apparaît que dans cet accord, il n'y a pas de mesure de contrôle effectif. Mais c'est là où il c'est n'y a pas pas sérieux. de l'extraction et de l'export des minerais. Pourquoi avoir signé un accord qui est aussi creux? On a l'impression que on reste toujours sur une espèce de maquillage et mais de oui, mais couvre-yeux. parce que le Rwanda voulait absolument signer un accord pour dire qu'il ne payait pas les ressources de l'autre côté et qu'il avait des ressources propres. J'ai vu récemment, on disait même, le Rwanda, vous voyez, il a des mines et tout. Mais quand vous regardez le volume d'extraction qu'il y a au Rwanda et ailleurs, c'est pas sérieux. Donc, parler au Rwanda de mines, ce n'est pas c'est un accord passé sur les mines, ce n'est pas sérieux, sur le fond, si vous voulez. En réalité, est un moyen de dire aux Rwandais, bon, ben, tant que vous continuerez, puisque je ferme les yeux sur le fait que vous piquez du minerai au Congo, vous l'exploitez chez vous, très bien, ben, on considère que ça vient de chez vous. Ben non. Parce qu'à côté, ben, cette exploitation qu'ils sont en train de faire, il y a des morts tous les jours. Et il y a une guerre épouvantable, donc il est temps d'arrêter tout ça. La République démocratique du Congo est le premier pays francophone du monde. Absolument. C'est un pays majeur, vous l'avez rappelé, parce il a des frontières avec 8 pays d'Afrique. Il est central dans stratégique en matière de ressources. C'est un pays aussi extrêmement accueillant, extrêmement francophile. Absolument. Quelle place aujourd'hui il a pour, je dirais, la diplomatie française? Est-ce qu'il faut en refaire l'une de nos priorités en Afrique? Alors, Est-ce qu'il faut le soutenir? tout à fait, bah, oui, tout à fait, c'est une bonne question. Si vous regardez l'Afrique, il y a deux grandes puissances économiques. Enfin, il y a dans l'Afrique, je dirais centrale. Il y a deux grandes puissances. Il y a le Nigeria d'un côté, le Congo de l'autre. Le Nigeria a été piloté par les Anglais d'abord, et puis maintenant est indépendant, mais ils ont su développer un certain nombre de choses. Ils ont développé. Le Congo n'a pas réussi parce que les présidents du Congo jusqu'à maintenant s'en occupaient pas assez ou n'avaient pas une vision suffisante et n'avaient pas la poigne suffisante aussi pour le faire. Hein. Le Congo, lui, c'est un pays en gestation, ou en devenir, comme disait De Gaulle pour le Brésil à l'époque. Hein, c'est un pays en devenir. C'est le pays le plus riche au niveau minier de toute l'Afrique. C'est clair. C'est le pays le plus riche. Le pays le plus peuplé, le plus côté francophone, hein, une variété de richesses formidables. Il a une capacité agricole considérable par rapport à d'autres. Oui, il y a des possibilités d'agriculture. Et dans le monde dans lequel nous rentrons, c'est très important, puisqu'on sait qu'il y a un besoin d'alimentation du monde entier. Donc c'est un pays d'avenir formidable. Il faut simplement qu'il soit géré. Et à partir du moment où les grandes puissances occidentales, ou les Chinois, ou les autres, décideront d'aider le Congo à être bien géré en y mettant les moyens, eh ben, ça deviendra un pôle, comme est le Nigeria aujourd'hui. Donc oui, on a tout intérêt politiquement à soutenir le Congo. Et d'ailleurs, quand notre président est allé là-bas, moi je pensais que c'est ça dont il allait parler.
hein. C'est-à-dire de dire, bon, c'est vrai qu'on a signé un accord de paix, si on peut dire, on a fait la paix, et puis on n'a pas signé un accord de paix. On a fait la paix avec le Rwanda, ça y est, maintenant c'est bon, mais on est avec vous, on va vous aider pour vous développer. Mais en disant ça, ceci dit, on serait mis à dos le Rwanda. Donc, c'est pour ça que moi, que c'était pas si clair que ça. Bon, aujourd'hui, c'est le pays d'avenir sur lequel, effectivement, il faut jouer. C'est clair. Et là, alors, si c'est pas nous, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont s'en occuper. Alors, quand vous voyez Trump, c'est un malin, hein. Trump, il n'aime pas l'Afrique, ça l'intéresse pas, hein. Mais quand vous le voyez s'intéresser à ça, bon, il y a bien sûr le fait que ce sont des compagnies minières américaines, il y a le fait qu'il ne veut pas la guerre, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a regardé la carte d'Afrique et qu'il dit ce pays, il est au centre, et s'il se développait et qu'on le contrôlait, eh ben, on pourrait contrôler toute l'Afrique à partir de ce pays-là, ce qui est vrai. Alain Juillet, merci de cet entretien passionnant. Je vous dis à très bientôt. Et Merci à vous de m'avoir invité, surtout. Avec plaisir. Et chers abonnés de Mertin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, commenter, partager cette vidéo. À très bientôt. Merci Alain. Merci.